Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des plus grands pirates qui ont sillonné les mers et océans du globe. La piraterie a existé depuis que l'homme s'est navigué, mais ceux dont nous avons retenu le nom et dont l'existence est avérée par des sources et des témoignages débutent au XVIe siècle. Leurs noms sont aussi célèbres que leurs exploits. Quand on évoque les pirates, des noms comme Barbe Noire, John Rackham ou encore Sir Francis Drake nous viennent à l'esprit. Vous voulez en connaître plus sur les terribles pirates qui ont existé? Venez avec moi. Les pirates barbaresques, depuis la régence d'Alger, sont la terreur des peuples chrétiens des côtes italiennes, espagnoles et portugaises, forçant les habitants à quitter les récifs, pour certains inhabités jusqu'au XIXe siècle, ou à les fortifier. Barberousse est le plus connu, grimpant rapidement les échelons de l'Empire ottoman pour être nommé grand amiral de la flotte de Soliman le Magnifique. Jean Fleury entre dans l'histoire pour s'être emparé de 3 navires espagnols en 1522, transportant le somptueux trésor du dernier empereur aztèque que Hernán Cortés envoyait du Mexique dans 2 caravelles. Ce fut la première attaque connue de piraterie contre l'Espagne, et cela encourage les corsaires français, hollandais et anglais à attaquer les bateaux espagnols dans les Caraïbes. Jean Fleury fut pendu par l'Espagne à Tolède en 1527. Surnommé le Dragon des mers, Sir Francis Drake effectue le troisième tour du monde. La reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, le fait chevalier en 1581. Il est commandant en second de la flotte anglaise qui affronte l'invincible Armada en 1588. Il meurt de la dysenterie en janvier 1596 après l'attaque avortée de San Juan à Porto Rico. De son vivant, ses exploits sont légendaires aux yeux des Anglais, alors qu'il n'est considéré que comme un pirate par les Espagnols. Le désastre militaire de son expédition punitive, appelée Contre-Armada par les Espagnols, bien supérieur en pertes au désastre de l'invincible Armada, et l'échec de ces dernières expéditions viennent néanmoins nuancer la légende de Sir Francis Drake. François l'Olonnais avait pour habitude de tailler en pièces et d'arracher les langues aux personnes qui n'avouaient rien sous la torture. S'il l'avait pu, il aurait aimé procéder de même avec tous les Espagnols. Souvent, il arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers, sous la torture, promettent de montrer l'endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leurs richesses. François l'Olonnais ouvrait un jour la poitrine d'un Espagnol d'un coup de sabre et lui arracha le cœur, encore palpitant. À la tête d'une vingtaine d'hommes, il vint mouiller devant Cuba, où il s'empare d'un vaisseau espagnol qui devait lui livrer la chasse. Il apprend qu'à son bord se trouvait un bourreau spécialement engagé par le gouverneur pour le faire pendre, ainsi que tous ses hommes. Avec ces mots du bourreau, François l'Olonnais devient tout furieux. Dans ce moment, il fit ouvrir l'écoutille par lequel il commande aux Espagnols de monter un à un, et à mesure qu'ils montent sur le navire, il leur coupe la tête avec son sabre. Il fit ce carnage seul et jusqu'au dernier. La légende de François l'Olonnais rapporte également qu'il arrachait la langue de ses prisonniers, les découpait en morceaux à coups de sabre. Les Espagnols auraient préféré rencontrer le diable sous n'importe quelle forme plutôt que de trouver en présence de François l'Olonnais. Le seul bruit de son nom dépeuplait les villages, et l'on affirmait que les souris se sauvaient dans la jungle à son approche. Un jour, où il avait particulièrement soif de sang, il ordonna de disposer sur un rang 87 prisonniers, pieds et poings liés. Puis il se promena le long de la file, tenant une pierre à aiguiser dans la main et un long sabre de l'autre, et coupa 87 têtes. Quand l'Olonnais se retira, les villes n'étaient plus que des amas de pierres et de cendres, et les couronnes avaient disparu à jamais. Après avoir fait naufrage en 1669 sur la côte de Darien, au Panama, François l'Olonnais aurait été capturé, puis haché, rôti et dévoré par les Indiens cannibales. Christopher Ming, décrit comme un déséquilibré et faux, s'empare brièvement de la Jamaïque, détruit 2 villes de Colombie. Au plus fort de sa carrière, il rassemble 14 navires et 1400 pirates. Sur la plainte des Espagnols, il est arrêté et renvoyé en Angleterre. Il obtient le pardon du roi Charles II, qui lui remet une lettre de marque, et en récompense de ses services contre l'Espagne, Christopher Ming obtient le titre de vice-amiral et le commandement du vaisseau corsaire, le Centurion. Christopher Ming participe à la deuxième guerre anglo-néerlandaise.
Il meurt en 1667 après avoir reçu 2 balles, une dans la joue et l'autre dans l'épaule, lors de la guerre des 4 jours. Henri Morgan a effectué de nombreux pillages de villes au Mexique et au Nicaragua. Mais sa plus grande réalisation demeure l'attaque de Portobello au Panama. Pour l'attaque de Portobello, Henri Morgan organise une opération amphibie en pleine nuit avec 500 hommes afin de ne pas risquer ses navires. Arrivé en ville, son groupe se sépare en deux. Un en direction de la ville, où on enferme tous les habitants dans l'église, et l'autre en direction de la forteresse. Henri Morgan entre dans l'église pour se servir des moines et nonnes comme boucliers humains. Les Espagnols tirent, tuent un pirate et plusieurs civils. Après un assaut, Henri Morgan s'empare de la forteresse. Pour apaiser les tensions avec l'Espagne, il est envoyé à Londres, mais au lieu d'être enfermé, il fut fait chevalier par Charles II. Il est reçu et convié à toutes les fêtes. Arrivé dans les Caraïbes au début des années 1660, comme beaucoup d'autres au cours de la décennie portugaise, opéra au large de Campes de 1666 à 1669. Plus tard, après 2 assauts, avec plus de la moitié de son équipage tué ou blessé, il a capturé un des plus grands navires espagnols avec 4 canons et un équipage de 30 hommes, au large de Cuba, avec comme butin 70 000 pièces et une cargaison de 120 000 livres de fèves de cacao. Après une violente tempête portugaise, a été forcé de naviguer vers Campeche, où il a ensuite été reconnu et capturé par les autorités. Retenu prisonnier sur un navire espagnol, il a tenté de s'échapper en poignardant la sentinelle avec un couteau. Il a utilisé des tonneaux comme flotteurs pour nager jusqu'au rivage. De retour à Campeche avec 20 hommes portugaises, capture un navire qui s'est rapidement échoué près de l'île des Pins au large de la côte sud de Cuba. Perdant toute la cargaison, avec son équipage restant, portugaise, retourne à Port-Royal avant de repartir. Cependant, rien de plus n'est enregistré. Après, le pirate a totalement disparu. Henri Avry, en 1695, attaque un navire de l'Empire moghol. Après avoir détruit le mât et fait exploser un canon, sa proie ne peut plus lui échapper. Après cette victoire, Henri Avry devient le pirate le plus riche du monde, avec une prise de plus de 600 000 livres. Chaque pirate reçoit 1000 livres, somme considérable. Après ce coup magistral, il devient roi des pirates au sein de la République de Libertalia. Mais contrairement à ses certitudes, l'Angleterre ne le soutient pas et met sa tête à prix 1000 livres. À partir de ce moment-là, les Anglais décident de réprimer la piraterie. 24 de ses collaborateurs sont arrêtés et 6 pendus. Le pavillon abordé par Henri Avry ressemble au Jolly Rogers, mais diffère légèrement. La tête de mort est inclinée sur le côté avec un bandeau sur la tête. La fin d'Henri Avry reste mystérieuse. Certaines sources évoquent qu'il s'est échappé dans les tropiques grâce à la fortune qu'il avait acquis grâce au pillage. D'autres évoquent qu'il est mort sans un sou, dans la misère et malade. Mais ce qui est sûr, c'est que l'immense trésor de Henri Avry est enfoui quelque part dans le monde. La carrière de Benjamin Hornigold est très lucrative, effectuant des attaques seul ou en compagnie du légendaire Barbe Noire. Lorsque Wood Rogers devient gouverneur des Bahamas, Hornigold demande et obtient un pardon royal. Rogers a l'admiration pour Hornigold et l'engage comme chasseur de pirates. En tant que chasseur, Benjamin Hornigold poursuit, entre autres, Charles Vane. En 1719, Benjamin Hornigold est envoyé au Mexique pour y faire du commerce. Son navire, heurtant un récif, loin des côtes, lui et son équipage meurent de noyade. Il est engagé comme corsaire par le roi de France Louis XIV, 8 ans plus tard. Commence alors pour lui une brillante carrière dans la mer du Nord, contre les Espagnols et les Hollandais, puis en Méditerranée contre les musulmans, et enfin contre les Anglais. Jean Bart, fait prisonnier, parvient à s'évader et rejoint Saint-Malo en traversant la Manche à la rame. Couvert d'honneur par Louis XIV, Jean Bart meurt paisiblement en 1702. À partir de ce moment, Barbe Noire décide de se séparer de ses hommes et de se faire plus discret. Il accepte une grâce royale pour une partie de ses équipages, mais reprend ses activités à bord d'un bateau plus léger. Le gouverneur de Virginie décide de mettre fin aux activités de Barbe Noire. Continuant ses activités, Barbe Noire tente de s'emparer d'un immense trésor sur un navire anglais.
soi-disant sans défense. À peine le pied sur le navire, le piège se referme avec une grande armée qui sort de la cale. Un combat féroce s'engage. Barbe Noire est rapidement touché par une balle, mais continue le combat. Au moment de tuer le capitaine anglais, un matelot lui porte un coup de poignard à la nuque. Le sang inonde le sol. Barbe Noire, surmontant la douleur, poursuit, puis reçoit plusieurs coups de poignard d'un matelot qui est tué par Barbe Noire, qui rejoint plusieurs tirs de fusil avant d'être achevé par un coup de pistolet par le capitaine anglais. S'écroulant au sol, Barbe Noire, dans un ultime effort, sort son dernier des 6 pistolets pour tuer le capitaine. Mais il n'y parvient pas et sombre dans le sommeil éternel. Au total, Barbe Noire reçut 25 blessures et 5 balles. La tête fut tranchée et exposée sur le navire anglais pour servir d'avertissement à tous les autres pirates. Charles Vane, l'un des plus grands et impitoyables pirates, capture et pille une trentaine de navires sans considération pour leur pavillon ou leur provenance. Ignore le code des pirates et traite son équipage aussi durement que ses prisonniers. Refusant la grâce, il fut traqué, capturé en Jamaïque, jugé devant ses complices qui ont accepté la grâce. Il est pendu. Charles Vane a l'une des carrières les plus longues, les plus prolifiques, mais ses méthodes autoritaires et féroces lui coûtent ses alliés, ainsi que sa vie. Surnommé Calico Jack, en raison de ses habits colorés, on se souvient surtout de Jack Rackham pour son drapeau, le Jolly Rogers, et du fait qu'il navigue en compagnie des 2 plus grandes femmes pirates, Mary Read et Anne Bonny. Jack Rackham devient pirate lors de la mutinerie contre Charles Vane, qui avait perdu la confiance de son équipage en refusant d'attaquer un navire français. Jack Rackham n'était pas un grand combattant. Il est célèbre pour son charisme et sa persuasion, et surtout sa tendance à utiliser la politique et le poignard dans le dos pour atteindre ses objectifs. Après quelques combats, il fut capturé sans se battre. Il sera pendu à Port-Royal. Mary Read et Anne Bonny, terribles pirates femmes, font preuve de férocité à l'égal des hommes, voire supérieure. Elles attaquent des dizaines de navires. Elles sont capturées en 1718. Elles échappent cependant à la pendaison, en plaidant être enceintes. Mary Read meurt de maladie en prison. Cependant, Anne Bonny réussit à échapper à la sentence et à la prison. Elle donnera naissance au fils de Jack Rackham, et ensuite on perd leurs traces pour toujours. Comme on l'a vu, qu'ils soient brigands des mers, idéalistes épris de liberté ou hors-la-loi, aucun de ces aspects de la mythologie entourant la piraterie ne peut résumer ce qu'ont été ces marins qui se placent hors du cadre de la loi pour attaquer les navires qu'ils croisent et s'approprier leurs trésors. Ce que l'on peut dire est que de la littérature, de la télévision en passant par Assassin's Creed, la figure du pirate fascine toujours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Pour connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.